Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission, ce magazine sur JPA Télévision, ce magazine socio-culturel, politique aussi, qui va analyser l'actualité de la semaine. Ce magazine, nous l'intitulons Actu de la semaine. C'est dans ce tout premier numéro, mesdames et messieurs, nous allons aborder toute l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons d'abord faire une petite rétrospective de toute l'actualité que nous avons, de toutes les informations, de toute l'étape, l'évolution de la politique en RDC. Ça fera plaisir, vous allez comprendre comment est-ce que la situation politique a évolué en RDC et jusqu'à arriver à ces niveaux. Dans ce premier numéro où nous allons vous parler de la situation politique, mais aujourd'hui nous allons quand même vous expliquer comment est-ce que la situation est partie. Tout est parti d'abord du 24 janvier 2019, lorsqu'il y a eu la passation pacifique du pouvoir. Le président Kabila a cédé le pouvoir au président Tshisekedi et c'était de manière très pacifique. Beaucoup de gens s'attendaient vraiment à une cohabitation, les autres parlaient de la coalition. Le président Tshisekedi et le président Kabila étant des partenaires, ont choisi d'œuvrer dans la coalition. La coalition FCC-Cash était une deuxième étape de cette situation politique. Vous allez comprendre d'où est partie la situation politique de la RDC jusqu'à arriver à ce niveau. Après la coalition FCC-Cash, ils ont eu à composer ensemble le gouvernement. Mais avant la composition de ce gouvernement, il y a eu tout un enchaînement de choses. Le président Tshisekedi, dans ses sorties médiatiques quand il allait en dehors du pays, il a utilisé un mot, le mot qui est resté sur les lèvres de tous les Congolais. Il avait dit qu'il devait déboulonner le système de son prédécesseur. Ces mots-là avaient touché les caciques du FCC qui avaient vu mal la sortie médiatique du président Tshisekedi à l'époque. Le président Tshisekedi, peut-être, il avait ses raisons en utilisant ce mot. C'était un mot qui avait pris de l'ampleur. Beaucoup de gens y avaient vu une sorte de la chasse à la sorcière. Les gens pensaient que le président Tshisekedi pouvait faire la chasse à la sorcière, mais lui, il a expliqué plus tard que le déboulonnement ou le déboulonnage dont il parlait, ce n'était pas la chasse à la sorcière, mais il voulait un changement de mentalité, il voulait que les choses changent, il ne voulait pas que les mêmes systèmes ou les mêmes habitudes reviennent dans son régime. Donc il condamnait les anciennes habitudes qui avaient déjà élu domicile en RDC, notamment la corruption, la concussion, les trafics d'influence et tout ça. C'était des pratiques qui étaient mal vues et puis qui régressaient notre pays. Alors lorsque le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a voulu que toutes ces pratiques-là puissent prendre fin. Beaucoup de gens y voyaient de la plaisanterie, ils disaient comment est-ce qu'ils pouvaient le faire parce qu'on ne les voyait pas vraiment y arriver avec un Joseph Kabila qui avait déjà une majorité au sein du Parlement, un Joseph Kabila qui avait des caciques plus forts et un gouvernement qui était composé par plus de 60% de ses membres. Donc on voyait vraiment ce déboulonnage-là qui ne pouvait pas avoir lieu. Mais aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons vous montrer comment ce déboulonnage-là est étapiste. Nous sommes allés des étapes en étapes jusqu'à arriver au vrai déboulonnage. D'abord, nous sommes allés du procès dit des 100 jours. Ce procès-là qui a mis en prison plusieurs personnes, et parmi lesquelles les responsables des entreprises étatiques. Et ces responsables des entreprises étatiques, la plupart, c'était des responsables qui étaient nommés sous le régime Kabila. Et même le procès qui a mis en prison le directeur de cabinet du chef de l'État, l'honorable Vital Kamerhe. Un procès qui a amené une certaine tournure qui voulait déclencher l'état des droits, parce que c'était ça. Le maître mot de Félix Tshisekedi pendant sa campagne, il disait que lui, une fois qu'il sera au pouvoir, il va installer l'état des droits. Pour installer l'état des droits, Félix Tshisekedi devait commencer par condamner toutes les mauvaises pratiques, mettre en prison tous ceux qui allaient ou qui enfreignaient la loi. Et toutes ces pratiques-là, on ne devait pas les voir dans le mandat de Félix Tshisekedi. C'est pourquoi il a commencé par donner un exemple avec le procès dit des 100 jours. Ces procès-là, qui a été vraiment le procès le plus suivi au monde, parce qu'on a vu les femmes et enfants, tout le monde accroché devant la télé en train de voir ces procès. On est parti du procès des 100 jours à l'arrestation des DG. Il y a eu plusieurs DG qui ont été arrêtés sous le mandat de Tshisekedi. Il y a eu des DG des entreprises, notamment Office des routes, OVD, Sokok, et plusieurs DG qui ont été arrêtés plus tard. Cela a montré que Félix Tshisekedi avait la volonté du changement. Il a voulu laisser la justice libre de faire son travail. Il ne voulait pas interférer dans les affaires de la justice.
il voulait que la justice puisse s'exprimer valablement, il voulait que la justice puisse exercer son travail de manière indépendante. Parce qu'il y a 3 pouvoirs. Il y a d'une part le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et les pouvoirs législatifs. Donc Tshisekedi voulait ou il veut que le pouvoir judiciaire soit indépendant des autres pouvoirs, afin que le pouvoir judiciaire puisse jouer la médiation entre les 2 pouvoirs qui, selon Montesquieu, ils parviennent par moments à collaborer. C'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Mais il voulait que le pouvoir judiciaire soit indépendant. Et pour cela, Félix Tshisekedi a voulu que les magistrats puissent avoir une certaine indépendance. Mais plus tard, il y a eu une loi qui a voulu chambouler tout, une loi qui a voulu mettre les magistrats du parquet sous la subordination du ministre de la Justice. Et cette loi qui était la loi de Mina Kusakata, cette loi-là a été mal vue par la population, qui avait des soulèvements. Il y a eu des soulèvements de la population qui s'est tenue debout pour faire que cette loi-là ne soit pas votée au sein du Parlement. Et donc, c'était aussi l'une des étapes. Il y avait eu déjà une mésentente entre les 2 partenaires au pouvoir, entre Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. Nous sommes en train d'y aller petit à petit. Après cette petite évolution de la situation politique, il s'est démarqué encore autre chose, c'est la nomination dans l'appareil judiciaire et dans l'armée. Cela a encore créé des remous au sein du FCC. Le FCC qui avait mal vu cette nomination dans l'appareil judiciaire, qui a crié à la violation de la Constitution, qui a crié que l'administration au sein du gouvernement n'était pas respectée, parce que les contre-seins du Premier ministre devaient obligatoirement être sur l'ordonnance nommant tous ces magistrats ou portant affectation de ces magistrats. Et donc, ils ont crié à la violation de la Constitution. Chose que Tshisekedi ne voulait pas revenir sur ces ordonnances. Il avait déjà pris ces ordonnances et il a continué. Cela a créé une frustration au sein du FCC qui a vu dans l'autre partenaire une volonté de pouvoir apporter un changement, alors que le FCC, je ne sais pas, je ne l'affirme pas, mais je voyais que l'FCC voulait mettre les bâtons dans les roues de Félix Tshisekedi. Cela n'a pas bien marché. Alors que Félix Tshisekedi, qui a un mandat qui doit justifier en 2023, et il voyait tout n'est pas bien marché, et il le disait d'ailleurs dans ses sorties médiatiques qu'il semblait être bloqué par son partenaire, alors qu'ils étaient des partenaires au pouvoir, mais il voyait ces blocages-là. Et pour ne pas perdurer ces blocages, Tshisekedi a commencé à déboulonner petit à petit. Et le dernier déboulonnement, ou la dernière touche du déboulonnement qui a maintenant enchaîné le reste, c'est la prestation de serment de membres de la Cour constitutionnelle. C'est à ce niveau-là que le bateau a chaviré. C'est à ce niveau-là que le mésentente a pris maintenant de l'ampleur, que la coalition FCC-Cash a montré ses limites, a montré qu'elle ne pouvait plus encore continuer à fonctionner. Et donc, Félix Tshisekedi s'est imposé. Il a voulu que les juges constitutionnels que lui avait nommés, les 3 juges, puissent prester serment. Chose que son partenaire FCC n'avait pas voulu. Ils ont demandé à leurs membres du gouvernement de ne pas participer à cette prestation de serment. Une décision qui a créé des frustrations au sein de la présidence. Et le président Tshisekedi n'avait pas aimé ce comportement des ministres que lui-même avait nommés. Les ministres qui ne vont pas prendre part à une cérémonie organisée par le chef de l'État lui-même. Et même le premier ministre qui est nommé par le chef de l'État, qui ne prend pas part à cette prestation de serment, ça a créé une frustration et le président Tshisekedi voulait à tout prix que la coalition FCC-Cash puisse prendre fin. Et il a prononcé son discours, le célèbre discours, je pense, c'est le 6 novembre, si ma mémoire est bonne. Il a prononcé un discours de 6 minutes dans lequel il annonçait les consultations. Il a voulu consulter la population à travers toutes les personnalités les plus représentatives possibles. Et après ces consultations, il devait former ce qu'on appelle aujourd'hui l'union sacrée. Et jusqu'à ce niveau-là,
On a vu encore le FCC qui s'est montré encore rassurant de sa majorité, qui voulait encore continuer à avoir le contrôle sur le Parlement parce qu'ils étaient majoritaires au Parlement, bien qu'ils avaient déjà perdu la justice, mais ils voulaient quand même chercher à conserver encore le contrôle du Parlement. Pendant que le président Tshisekedi organise ses consultations, ou d'abord, il n'avait même pas encore commencé ses consultations, mais déjà le président Kabila avait commencé ses consultations en appelant Kinga Kati, sa majorité, qu'on appelle par certains journalistes patentés, qui parlent de la majorité préfabriquée, alors que constitutionnellement, cette majorité n'a pas été identifiée par un informateur qui soit nommé par le chef de l'État au début de la législature. Mais c'était une majorité préfabriquée, ils se sont entendus. Nous sommes des partenaires, voilà, vous avez une majorité de fait. Nous avons aussi une plateforme électorale, le CACH. Vous avez une majorité de fait avec votre plateforme électorale, le FCC. Nous nous mettons ensemble pour créer une coalition. C'était donc une majorité préfabriquée comme l'appellent plusieurs journalistes patentés. Et donc, Joseph Kabila a voulu conserver sa majorité en moralisant les caciques du FCC, en moralisant les présidents des groupes parlementaires, les présidents des groupes politiques au sein du FCC. Cela n'a pas arrêté Félix Tshisekedi dans sa démarche. Félix Tshisekedi a continué avec ses consultations. Vous suivez bien l'histoire, comment l'histoire de la RDC est partie dans ces 2 années, dans ces 2 années dans le mandat de Félix Tshisekedi, pour arriver à ce que nous appellerons aujourd'hui le vrai déboulonnage. Lorsque Félix Tshisekedi commence ses consultations, il y a eu maintenant ce qu'on appelle la guerre des chiffres. L'FCC qui dit non, nous conservons, ils font des déclarations de loyauté. Non, des déclarations de loyauté, de fidélité à l'autorité morale. Or, nous avons nos chiffres, nous conservons nos chiffres, nos 338 députés, ce qui fait quelque chose de 50 personnalités du FCC qui s'est réunissie à Kinga Kati, la guerre des chiffres qui a commencé. Mais on a vu parmi ces mêmes députés qui étaient cités au FCC, certains ont commencé à répondre à l'invitation de Félix Tshisekedi. Vous comprendrez que Félix Tshisekedi n'a pas utilisé la méthode de représentation des groupes politiques ou des partis politiques. Il a dit chaque député est invité selon les caucus de l'espace géographique. Donc on dit les caucus des députés du Haut-Katanga, les caucus des députés du Grand Kasaï, les caucus des députés du Grand Équateur, du Grand Bandundu, de l'Est, ainsi de suite. Et les députés répondent, quel que soit votre parti politique, quel que soit votre regroupement politique, vous répondez en tant que député de votre espace géographique. C'était une stratégie et d'ailleurs c'était la meilleure. Donc chaque député, aucun député n'engageait son parti politique, n'engageait son regroupement politique. Il venait de manière individuelle. Donc c'était une stratégie, l'autre partenaire n'avait pas encore compris comment ça se faisait. Qu'est-ce qui se passe alors? Félix Tshisekedi consulte, à l'issue de ces consultations, parce qu'il avait consulté plusieurs personnalités dans toute la sphère politique, dans la culture, dans les sociales, société civile, ainsi de suite. Il avait consulté toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui sont venues répondre à son invitation. Et après, il a pris une décision. Il a prononcé un discours. Le 6 décembre, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est très bonne, Félix Tshisekedi prononce un discours. Et dans ce discours-là, il annonce les choix qu'il va choisir un informateur pour identifier la nouvelle majorité. Félix Tshisekedi nomme un informateur. Avant même la nomination d'un informateur, déjà à l'Assemblée nationale, une pétition qui naît. Et la pétition qui naît, qui va mettre fin au bureau Mabunda. Quand le bureau Mabunda tombe, c'est un régime qui tombe. Parce que c'était ça même la majorité qui restait encore au président honoraire Joseph Kabila. Son régime tombe avec cette déchéance du bureau Mabunda. Le bureau Mabunda tombe et après c'était les vacances parlementaires qui s'annonçaient déjà. Ils sont partis en vacances parlementaires avec le bureau d'âge. Le bureau d'âge convoque la session extraordinaire. Le FCC crie à la violation de la Constitution, même si jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais démontré quelle est la disposition constitutionnelle qui a été violée. Ils crient à la violation de la Constitution. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont commencé à multiplier des déclarations, ainsi de suite, bien que la majorité était déjà tombée. Voilà ce qui se passe.
après la déchéance du bureau Mabunda. Le bureau Mabunda va écrire à la Cour constitutionnelle demandant que la Cour constitutionnelle puisse interpréter pour savoir quel est le bureau qui devait assurer la remise et reprise avec le bureau définitif, le prochain bureau définitif. Et la Cour constitutionnelle répond que c'est le bureau d'âge qui devait continuer avec les affaires courantes de l'Assemblée nationale. Et cet arrêt de la Cour a été encore critiqué. Imaginez-vous que la juridiction habilitée ou l'autorité habilitée interprète la Constitution, mais le FCC continue encore à redouter même l'arrêt de la Cour. Et cet arrêt de la Cour a été mal interprété au sein du Parlement lors de la plénière convoquée par le bureau d'âge lorsqu'ils donnaient l'ordre du jour. Et le bureau d'âge, en donnant l'ordre du jour, il y a un député du FCC qui s'élève pour dire que non, la Constitution, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt, n'a pas permis qu'on puisse parler du contrôle parlementaire. Les contrôles parlementaires, entendez là, le contrôle du gouvernement, des entreprises étatiques et tout ça, parce qu'ils savaient déjà qu'en parlant du contrôle parlementaire, on devait aboutir à la déchéance du gouvernement. Donc tout était déjà prévisible, on sentait déjà que le déboulonnage avait déjà pris sa fondation et il était en train de s'achever petit à petit. C'était une bonne construction du déboulonnage. Les partenaires FCC n'avaient pas pris garde de pouvoir se sauver, de pouvoir sauver sa peau. Ils ne savaient pas qu'un jour, un Félix Tshisekedi pouvait triompher. Un jour, un Félix Tshisekedi pouvait avoir une majorité aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, on a une majorité. Donc, mesdames et messieurs, vous voyez là, c'était une brève explication de la situation politique de la RDC depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Comment est-ce que nous sommes partis de la fondation du déboulonnage jusqu'à la toiture. On a bétonné le boulonnage et le déboulonnage. Et voilà, aujourd'hui, c'est le bureau du Sénat qui va tomber. Donc ça, c'est un plein déboulonnage. Là, Félix Tshisekedi va composer son gouvernement avec son union sacrée dont il est autorité morale. Donc Félix Tshisekedi est aujourd'hui autorité morale de l'union sacrée. Et l'union sacrée est en train de prendre forme. C'est un enfant qui est en train de naître. On a donné déjà la tête à l'union sacrée. Maintenant, il reste que l'union sacrée puisse sortir au grand jour. Et il va se formaliser par un gouvernement qui sera composé par Félix Tshisekedi. Et d'abord, avant la composition du gouvernement, il y aura un formateur du gouvernement. C'est le formateur qui va former le gouvernement. Et le président de la République avait annoncé qu'il avait des blocages. Et maintenant qu'il s'est séparé de son partenaire. Et maintenant, nous attendons au vrai changement. C'est ça ce que le peuple congolais attend. Le peuple congolais attend aujourd'hui le changement, le vrai changement. Le peuple congolais attend aujourd'hui que le problème de la faim soit résolu, que le problème du développement soit résolu, que le problème de la circulation soit résolu, que tous les problèmes socio-économiques soient résolus, que le problème du taux d'échange soit résolu, le problème de scolarité, tous ces problèmes, vraiment toute une litanie de problèmes, tout est prioritaire en RDC. Et le président Félix Tshisekedi est en train de faire face à tout ceci. Je sais qu'avec l'Union sacrée, nous lui octroyons quand même un maximum de chances pour qu'il puisse arriver à atteindre son mandat et de manière très fructueuse. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous allons nous retrouver prochainement. J'ai bien annoncé ici que Actu de la semaine pourra recevoir des grandes personnalités du pays dans le domaine politique, culturel, socio-économique. Nous allons recevoir des journalistes d'investigation, des journalistes patentés qui vont donner aussi leur analyse et nous informer. Nous allons recevoir des analystes politiques et juridiques qui vont analyser toute l'actualité de la semaine. Donc, Actu de la semaine va commencer à se passer chaque samedi. Donc, chaque samedi, nous serons au rendez-vous et je pense que vous serez là pour nous suivre et nous serons là pour vous mettre au parfum de toute l'actualité et faire des analyses. N'hésitez pas à contribuer. Si vous avez des messages, si vous avez des propositions à nous faire, le numéro est au bas de l'écran que vous avez en face de vous. Vous allez nous écrire sur WhatsApp, vous allez nous écrire ou nous appeler et nous serons vraiment contents et vous serez la bienvenue. Que Dieu bénisse la RDC. Merci.